Alors bonjour tout le monde, lendemain de débat aujourd'hui, je me suis couché tard, vous étiez nombreux dans le chat au moment que j'ai été obligé de fermer le live. Il y avait encore 150 personnes dans le chat à ce moment-là, vous m'excuserez, il fallait tout simplement que je me couche. Je dois avoir ma vie normale qui prend le dessus parfois. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite capsule pour vous refaire un topo du débat d'hier et de certaines de ses conséquences. D'abord, ce moment, il y avait des gens qui avaient parié contre le fait qu'il y aurait une poignée de main. Il y avait toutes sortes de choses sur lesquelles on peut parier. Vous savez, les États-Unis sont très parieurs. D'ailleurs, si je peux me permettre, je vais vous parler d'un petit pari parlant de paris. Voici le Real Clear Politics Betting Average. Alors, depuis hier, c'est Kamala Harris qui a repris le dessus. C'est difficile de voir sur l'écran, mais 51,1 contre 47,3. Trump avait pris l'avance il n'y a pas longtemps, mais après la performance du débat, les preneurs au livre donnent maintenant Kamala favorite par 4 points. Et une des raisons pour lesquelles on pourrait dire ça, c'est que Kamala Harris a quand même bien tiré son épingle du jeu. En passant, c'est pas la seule fois qu'ils se sont serrés la main. Aujourd'hui, 11 septembre, lors d'une cérémonie, ils se sont encore serrés la main. Alors peut-être que ça devient une habitude, ils vont peut-être se serrer la main tous les jours. Si la tendance se maintient, ils vont se serrer la main tous les jours d'ici la fin de la campagne. On va voir si la tendance se maintient. Cette blague étant dite, je veux juste qu'on parle rapidement de la performance des deux candidats pendant le débat. Donc, du côté de Kamala Harris, il s'agissait d'avoir l'air présidentiel, il s'agissait d'avoir l'air de quelqu'un qui connaissait ses dossiers, qui était surtout en maîtrise de ses moyens et qui allait être capable de tenir tête à Trump. Et là-dessus, mission accomplie. Mme Harris a gardé un petit air goguenard tout le long du débat. Elle n'a pas eu peur de lui répondre. Elle a même pris à partie plusieurs fois au milieu d'une réponse. Puis d'ailleurs, j'avais cette chose à vous dire. Et elle lui avait quand même envoyé des vannes bien solides. Donc, elle a eu vraiment l'air d'être pas du tout intimidée par M. Trump. Et même si, bon, on peut être pas d'accord avec l'ensemble de tout ce qu'elle a dit, c'est certain qu'elle n'a pas dit d'énormité, il n'y a pas eu de grand-maman. Les gens qui étaient live, d'ailleurs, je vous invite à regarder le débat live si jamais vous voulez plus de détails. Mais à la première question, elle a un petit peu trébuché. Puis, un petit peu trébuché. Elle avait l'air nerveuse, on va le dire. Mais c'est souvent comme ça. Il y a tellement de stress avant que ça commence. Elle a été 5 jours à se pratiquer. M. Trump a eu 10 ans de pratique, essentiellement 8 ans de pratique depuis 9 ans depuis 2015. Donc, la primaire de 2015, qui avait 15 candidats républicains. Il avait tellement fait de débats, M. Trump, il a fait 12. Puis après ça, les 2 contre Hillary Clinton. Après ça, il y en avait eu 2 autres contre Biden en 2020. Puis là, c'était encore, bon, c'était peut-être son 15e débat là, présidentiel. M. Trump était très habitué. Donc, Mme Harris avait peut-être un peu plus de croûte à manger, comme on va dire, et elle s'était très préparée. Donc, ça paraissait au début qu'elle était nerveuse, mais tout de suite, dès le premier segment sur l'économie, elle a réussi à marquer des points de façon assez importante. Là, je ne vous fais pas nécessairement une analyse du contenu du débat parce qu'il y a vraiment, les partisans de Trump vont dire que le contenu, c'est Trump qui a gagné. Les partisans de Harris vont dire le contraire. Je parle juste de quels étaient les objectifs de chaque candidat. Donc, ça, les objectifs de Mme Harris, c'était d'avoir la présidentielle, on contrôle la situation, de ne pas être intimidé par Trump et même de lui faire les reproches nécessaires de agir comme une procureure dans le cas d'un criminel ou quelque chose comme ça. Alors là-dessus, mission accomplie. La mission pour M. Trump était différente. Il n'a jamais été là pour aller gagner un débat d'idées. M. Trump ne s'est pas démarqué par sa capacité à gagner des débats d'idées ou à lancer beaucoup d'idées. M. Trump est un tribun, quelqu'un qui aime provoquer des réactions, aime beaucoup critiquer, aime un peu mettre le feu. Et il devait avoir l'air de quelqu'un qui était encore sain d'esprit, qui était encore en possession de ses moyens. Donc, même les partisans de Trump vont quand même reconnaître que le Trump 2024 n'est pas aussi vigoureux, n'est pas aussi habile que le Trump 2016. Donc, c'était à quel point est-ce qu'il allait en avoir perdu. Parce qu'on se rappelle que contre Biden, oui, Biden faiblissait, mais M. Trump aussi fatiguait. Donc, on se demandait qu'est-ce qui allait se passer du côté de M. Trump. Mais M. Trump a très bien tenu tout le long du débat. Il n'avait pas l'air particulièrement fatigué vers la fin. Il avait l'air pas heureux d'être là, on va le dire. Là. Le langage non-verbal était remarquable parce que pendant que Mme Harris le prenait de haut avec un regard hautain et suffisant, là, elle se moquait clairement de lui.
Lui avait l'air renfrogné, quand même frustré. Et il faut quand même le dire, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, M. Trump a quand même réussi à s'imposer à chaque segment, a imposé sa volonté aux journalistes et a réussi à avoir le dernier mot à chaque fois, même si c'était pas du tout le sujet, même si c'était pas à lui de parler. Il s'imposait, il réussissait à reprendre la parole, souvent pour changer de sujet, ce qui était un peu pourquoi avez-vous fait ça. C'est parce qu'il peut pas s'empêcher, il doit avoir le dernier mot. C'est vraiment quelqu'un qui est un grand narcissique, puis il peut pas accepter là, de ne pas être en contrôle de la situation. Il faut toujours qu'il pose des gestes qui montrent que c'est lui qui est aux commandes, que c'est lui le chef. Donc là-dessus, mission accomplie. À chaque fois, les journalistes voulaient l'arrêter, mais à chaque fois, il s'est imposé. Donc, il a eu l'air vraiment de l'être humain le plus fort dans la pièce. Il a imposé sa volonté de cette façon-là aux deux journalistes et a eu l'air d'être celui qui était aux commandes. Donc, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point il y a beaucoup d'électeurs qui votent pour la personne la plus forte, peu importe le mandat, peu importe l'agenda. Souvent, c'est des gens qui ne sont pas intéressés par l'agenda, ils veulent juste mettre la personne qui a l'air de parler le plus fort. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est un des points méta, c'est un des sujets méta les plus importants dans une course. Alors, si vous avez la meilleure des agendas, mais vous avez l'air faible, vous avez l'air facile à bousculer, jamais les gens vont voter pour vous, même s'ils sont d'accord avec vos politiques. Ils n'auront simplement pas confiance en votre habilité à appliquer vos politiques. Ils vont préférer mettre quelqu'un dont ils n'aiment pas vraiment les politiques, mais qui est capable de se tenir debout. Et qui est une valeur connue. Bref, on préfère les valeurs connues aux valeurs inconnues. La force montre que la valeur sera connue. Donc, ça, c'était quelque chose à dire. Donc, c'est pour ça que je dis que Trump a quand même remporté son débat, parce qu'il a eu l'air quand même... il n'a pas eu l'air sénile. Il a eu l'air très vigoureux jusqu'à la fin. Et c'est ça c'est pour ça qu'on vote pour M. Trump. On vote parce que c'est un homme fort qui va s'imposer, qui va être le mâle alpha. Même si ça n'existe pas, le mâle alpha. Les gens en parlent beaucoup comme quelque chose qui existe. Là. Les loups auraient un mâle alpha. Mais c'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas comme ça, les loups. Donc, mais c'est pas grave. On va dire le mâle dominant là, dans un groupe de primates. Nous sommes des primates intelligents et on a encore des fois des réflexes là, de chercher le mâle dominant. Donc, il a été le mâle dominant. Et il n'y a pas à s'en sortir. Donc, ça, c'était son objectif d'après moi. Puis ça, on peut dire que c'est réussi. Maintenant, quand les deux candidats réussissent leur débat, là, comme je vous dis, moi, je donne à chacun d'entre eux une note de 4 sur 5, 4 étoiles sur 5. Kamala Harris, 4 sur 5 parce qu'au niveau du style, de la présentation, de tout ce qui va autour, elle a très bien fait. L'étoile manquante pour elle, c'est le contenu. Il n'y a vraiment pas eu beaucoup de contenu. Elle a dit qu'elle avait un plan. On a très peu entendu parler de ce plan. Elle a peut-être dans tout le débat parlé de 3 mesures, 4 mesures. Je ne l'ai pas regardé de nouveau en prenant des notes à chaque fois qu'elle disait, mais je peux vous dire que ce n'est pas arrivé souvent. Évidemment, on ne s'attend plus à rien de M. Trump sur ce point de vue-là. Il y avait quelque chose de remarquable dans son discours de clôture. Il y avait le mot de la fin du débat, puis il a proposé absolument rien. Il a juste dit les États-Unis vont s'effondrer si jamais je ne gagne pas. En substance, c'est ça qu'il a dit. Donc, beaucoup d'aigreur du côté de Trump. Mais ça a à voir avec ce que Kamala Harris a réussi à faire avec M. Trump, c'est-à-dire le faire sortir de ses gonds à quelques reprises. M. Trump a été discipliné pour M. Trump. Donc, par rapport à d'autres candidats, il n'a pas été discipliné, mais par rapport à M. Trump, il a été discipliné. Il n'a pas passé la soirée à délirer. Il y a eu des moments de solide délire qui ont souvent suivi une pique bien pointue de Mme Harris qui l'a vraiment fait sortir de ses gonds. Je pense juste à cet exemple où elle a dit « Ah, mais vous savez, M. Trump, elle a invité, c'était incroyable comme moment, elle a dit à tout le monde dans la salle, vous attendez sûrement pas à ça de moi, mais je vous invite à aller à un événement de M. Trump et l'écouter parler et surtout regarder les gens dans la foule. Vous allez voir qu'ils vont s'en aller avant la fin parce que M. Trump parle sans fin. Et ça ni queue ni tête. Et c'est pour ça qu'il est plate finalement, puis les gens s'en vont. Ça a piqué M. Trump. Puis plutôt que répondre au restant de ce que Mme Harris a dit, il a passé les 2, 3, 4 minutes suivantes à dire c'est pas vrai que le monde s'en va de mes rassemblements. D'abord, il n'y a personne qui va à vos rassemblements, même s'il y a des images de 20 000 personnes dans des stades qui remplissent des démocrates. Donc, ça n'avait pas été un très bon moment pour M. Trump, puis ça a été directement le résultat de Mme Harris qui l'avait provoqué. C'est arrivé à quelques reprises quand même, là, qui a vraiment sorti ses gonds. Puis, la raison pour laquelle j'enlève une étoile à M. Trump, c'est
il a quand même, à plusieurs reprises, tenu des positions insoutenables. Des choses qui ne se peuvent pas et que même une personne normale ne peut pas vraiment croire. Je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui croient, comme il l'a soutenu par exemple, qu'on exécute des bébés après la naissance. Hein? On accouche le bébé, on le met sur une table, puis après ça, on décide là, si on va l'assassiner ou pas. Et ça, c'est sa position qui soutient qui est le cas, qu'il y a des États où c'est le cas et que c'est ça que les démocrates soutiennent. Ce qui est vraiment du pur délire. Ça a même provoqué une intervention des journalistes qui ont dit mais M. Trump, c'est absolument pas vrai ce que vous venez de dire. Là. Il n'y a aucun bébé qui est exécuté nulle part aux États-Unis. Il y a eu aussi un autre moment où il soutenait que les immigrants avaient à Springfield, et d'ailleurs, quel Springfield, parce que je pense qu'il y a 12 Springfield aux États-Unis, dans 12 États différents, que les immigrants étaient en train de capturer les chats et les chiens des gens et les manger. Alors, M. Trump a parlé de la frontière toute la soirée, même quand c'était complètement hors sujet. C'est pas un sujet sur lequel il est aussi fort qu'on pourrait le penser. Le monde dira, mais c'est la faute aux démocrates si tout va mal. C'est peut-être, mais il reste que les démocrates se sont entendus avec les républicains sur une loi extrêmement sévère pour protéger la frontière qui engage des milliers de nouveaux gardes frontaliers. Une loi qui a été appuyée par les gardes frontaliers, qui a été appuyée par les gouverneurs des États frontières avec le Mexique et qu'il y avait suffisamment de républicains qui appuyaient pour qu'on le passe, mais M. Trump, qui ne voulait pas que le dossier soit réglé avant l'élection, parce que c'était un de ses seuls sujets, a ordonné aux républicains de voter contre. Ils se sont exécutés. Et donc, c'est la raison pour laquelle la frontière n'est pas encore sécurisée maintenant, parce que M. Trump n'a pas voulu qu'elle le soit. Donc, c'était même pas un si bon sujet que ça pour lui, mais on voit que la raison pour laquelle il a fait battre cette loi, c'est parce qu'il avait bien l'intention de faire campagne là-dessus. Et comme je vous dis, il a ramené ça au débat à toute opportunité. On a parlé, par exemple, de la couleur de Mme Harris. On lui a ressorti ses déclarations sur le fait qu'elle ne serait pas vraiment noire. Puis en réponse, en gros, il a parlé de la frontière. Il a fait ça tout le long de la soirée. Donc, il y a eu des moments où est-ce que M. Trump a vraiment sorti ses gonds, a vraiment déliré, dit des choses qui sont défendables, et ça a provoqué la réponse des journalistes. S'agissant des journalistes, au début, ils ont bien fait, ils l'ont un peu tenu en échec sur ses déclarations les plus extravagantes, mais il y a quand même un moment où une des questions qu'ils ont posées à Mme Harris, c'est « Ah, monsieur Trump demande si vous êtes vraiment noir, pensez-vous qu'il est raciste? » Ou quelque chose du genre. C'est une question... c'est plus une passe. Hein, c'est au football, au hockey, là, c'est vraiment une passe. Voici, performe, profite-en, marque des points. Alors que toutes les autres questions étaient des questions difficiles. On a posé des questions difficiles à Kamala Harris, on a posé des questions difficiles à Donald Trump, mais celle-là, c'était vraiment pas une question difficile. Ça m'a fait penser que les journalistes n'ont pas été parfaitement indépendants sur cette question-là. Je pense que c'est difficile parfois parce que M. Trump dit des choses tellement énormes qu'à un moment donné, ça prend comme un arbitre externe pour dire écoutez, vous ne pouvez pas dire quelque chose d'aussi énorme. Mais je crois qu'ils sont allés un petit peu trop loin de l'autre côté. Par contre, comme j'ai dit plus tôt, ils l'ont laissé parler toute la soirée en dernier, même si ce n'était pas à son tour de parler, puis même s'il ne disait pas des choses pertinentes, il changeait de sujet. Donc, ça s'équivaut un petit peu. Mais je comprends que je m'attendais, et comme de fait, M. Trump prétend qu'il a été désavantagé par les journalistes. Je m'attendais qu'il fasse ça, mais c'est ça. Donc, mais je pense que tout ça s'annule du côté des journalistes et ça nous ramène à l'impression générale qui s'est dégagée du débat. Alors, si les gens voulaient déjà voter pour Kamala Harris, ils ont trouvé toutes les raisons de le faire encore. Si les gens voulaient voter pour Trump, ils ont trouvé toutes les raisons de le faire encore. Le peu d'indécis qui restent en regardant ça, qu'est-ce qu'ils ont vu? Je pense qu'au total, ils ont vu une Kamala Harris quand même un peu plus pertinente. Je pense qu'au final, quand on met toutes les impressions ensemble, par pas beaucoup, mais par un peu, je crois que Kamala Harris a quand même gagné la bataille des impressions. Puis j'essaye vraiment juste seulement de me mettre dans la peau des indépendants, des indécis, qu'est-ce qu'ils ont vu. M. Trump ne leur a pas donné quelque chose de nouveau. Donc, s'il était indécis avant le débat, M. Trump ne leur a rien donné de nouveau. Donc, je ne pense pas qu'on a convaincu d'indécis ce soir. Par contre, Kamala Harris leur a montré quelque chose qui était nouveau pour eux, qui était une présence très présidentielle, une femme capable de tenir tête à Donald Trump facilement.
Et en commande, en contrôle de la situation, capable de mettre en aparté puis de lui envoyer des vannes bien senties. Donc, je pense que quand même, en tout et pour tout, ils vont dire la même chose de l'un et de l'autre, que Trump se désorganise, que Mme Harris est légère sur la substance, mais je pense que la bataille des impressions, léger avantage Kamala Harris. Je sais que pour certains d'entre vous, vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, mais elle avait clairement l'air plus présidentielle. Oui, mais peut-être pour vous, parce que vous, c'est déjà vos valeurs, vous êtes déjà convaincu, comme j'ai dit. Elle a convaincu, elle n'avait pas besoin de vous convaincre. Même chose pour M. Trump, si vous pensez que M. Trump a gagné, mais c'est parce que vous étiez déjà convaincu avant que ça commence. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est allé voir ça, indécis, et qui a. Je pense qu'il y a moins de gens qui étaient indécis avant le débat qui ont été convaincus par Trump que de gens qui ont été convaincus par Harris. Ça, c'est mon impression. Si on regarde, vous voyez, il y a eu quelques petits sondages qui ont été pris après le débat. Donc là, je sors Fox News, là. Intéressant. Donc, sur le site de Fox News, Trump grand gagnant, 68 contre 31, plus 37. On a pris un autre Fox News ailleurs, c'était plus 10 pour plus 9 pour Kamala Harris. Et puis, on a demandé dans la ville de naissance de Kamala Harris, évidemment, elle l'emporte haut la main. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas commencé par CNN parce qu'un des seuls qui aurait été crédible, c'est CNN parce que Fox News, on comprend que c'est comme si je demandais à MSNBC, là. Mais ils ont quand même trouvé 2 tiers, 1 tiers avantage Kamala Harris dans le petit sondage CNN. Et un sondage Newsweek, même chose, 2 pour 1 Kamala Harris. Il y a beaucoup de gens qui ont regardé le débat. Juste nous, ensemble, quand on regardait le débat, on voyait sur. Je m'étais connecté à la diffusion en direct de ABC, c'était 2 ou 3 millions en même temps. Ça, c'est sans compter la télévision, sans compter tous les autres sites de streaming. Sans compter nous, il y a quand même 4000 personnes qui sont venues voir sur la chaîne La politique américaine expliquée. Et voilà, donc je vous rappelle que les preneurs au livre ont eu un soudain changement. Trump menait par 4 points, puis maintenant Harris mène par 4 points. Donc il y a eu un renversement de 8 points, simplement suite au débat. Donc je crois que l'impression que je vous donne, c'est un peu l'impression qui se dégage. Et si on regarde juste rapidement les intentions de vote en ce moment, vous voyez comment que Kamala Harris, je vous ai parlé pendant un bout de temps, ça se dégageait un petit peu, il y avait un petit avantage. Là, ça se resserre un petit peu, on est à 2,7% seulement d'avance au national. Évidemment, le national, comme je l'explique souvent, il n'est pas question de. C'est pas un scrutin universel aux États-Unis, on va en parler dans une seconde. Mais regardez ici, le dernier sondage en lice, ça vient de On Point Politics, Red Eagle Politics, qui est un sondeur républicain. Et on a quand même un avantage plus 3 pour Harris. Quand on descend la liste, là, on voit que c'est surtout du pro-Harris. Les derniers sondages pro-Trump remontent à un certain temps. Même si c'était quand même New York Times Siena College, qui, comme je vous l'ai souvent dit, était le sondeur le plus fiable aux États-Unis, selon le site 538, qui est le site le plus fiable en matière d'évaluation de qualité de sondage, prédiction versus sélection. Mais vous voyez que c'est surtout bleu de ce côté-là. Au total, bleu, 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 bleu. Un peu de rouge, un peu de rouge. Donc, clairement, Mme Harris est en avance du point de vue de l'élection générale. Par contre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est État par État, il y a des grands électeurs. Si on remporte l'État par un vote, on remporte tous les grands électeurs. L'autre partie n'en reçoit aucun. Donc, quand on place sur une carte tous les grands électeurs selon les États qui sont déjà assurés, ou donc, si on retire le Wisconsin et le Michigan, on doit aussi retirer la Floride parce qu'ils sont à peu près dans le même 3 ou 4 points. Mais la réalité, c'est que la situation, c'est celle-là. 251 contre 219, ça prend 270 pour l'emporter. Si Mme Harris emporte la Pennsylvanie, elle remporte l'élection. Par contre, c'est pour ça que vous comprenez que M. Trump est désespéré de gagner la Pennsylvanie parce que ça lui donnerait une chance, en fait une très bonne chance, parce qu'il faudrait que Mme Harris remporte 2 des 3 États. 2 des 4 États, pardon, pour remporter si M. Trump remportait la Pennsylvanie. Mais si Trump remporte la Pennsylvanie et que Mme Harris doit remporter 2 États sur 4, ben c'est pas pareil que si elle remporte la Pennsylvanie que l'élection est terminée, vous comprenez? Donc, très, très serré. On regarde rapidement les 5 États qui sont peut-être le centre de l'élection maintenant. Pennsylvanie, avantage Harris par
moins de 1%. Et d'ailleurs, spoiler alert, tous ces États sont à l'intérieur de 1%. Donc, on regarde l'Arizona, M. Trump par 0,8 points. Ça, c'est la moyenne des moyennes. Là. On peut regarder le détail, mais on voit surtout égalité, égalité, plus 1, plus 1, plus 2 Trump. Très, très, très serré. Donc, l'Arizona va à Trump pour l'instant. Mais on est à veille de voir des grands changements, selon moi, parce que après le débat, d'habitude, les gens commencent à porter vraiment attention. Le Nevada, 0,1%. C'est égalité, là. Il n'y a pas d'avantage, je ne peux pas le donner à personne. Puis le Nevada, ça va peut-être être celui qui va se terminer le plus tard. C'est un État relativement rural. Et ça se peut avec la situation, ça se peut que l'entièreté de l'élection dépende du Nevada et que, comme c'est un État de la côte ouest, du Mountain Time, je pense que le Nevada est dans le Mountain Time, donc un fuseau horaire avant le dernier fuseau horaire. Et comme c'est un État rural, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'habitent, ça veut dire que chaque vote compte vraiment dans cet État-là. J'ai l'impression que le Nevada, ça va être peut-être le dernier à sortir. Ça se pourrait que l'élection au complet balance autour du Nevada. On regarde la Caroline du Nord. Moi, je continue de la maintenir en jeu. Plusieurs personnes la considèrent, vu qu'elle n'a jamais voté démocrate à la présidence depuis on ne sait combien de temps. On a tendance à la mettre rapidement dans le camp républicain, mais vous voyez, Harris mène. Mais encore une fois, par trop peu pour que je sois capable de dire. C'est pas juste moins de 1%, c'est moins de 0,3%, 0,3%. Et le dernier, la Georgie. La Georgie Trump par 0,6%. C'est quand même assez clair là, quand on regarde l'ensemble de la situation. Donc, voilà, 2 États à égalité. Quand même intéressant de mentionner, je crois que Kamala Harris mène quand même dans ces 2 États. Mais la situation actuelle, c'est que Kamala Harris l'emporte parce qu'elle emporte la Pennsylvanie. Je vous rappelle aussi que M. Robert F. Kennedy, dont les partisans votaient surtout pour Trump en deuxième vote, et je parle par une majorité, pas par une écrasante majorité, a demandé d'être retiré des États les plus importants, mais il s'est fait refuser ce droit au Wisconsin, au Michigan. Il s'est fait accorder ce droit en Pennsylvanie. Il s'est fait refuser ce droit en Caroline du Nord. Donc, il sera encore sur le bulletin de vote dans ces États, ce qui va accroître encore plus l'avantage démocrate. Et ce qui fait que, pour l'instant, Mme Harris, toujours en tête de cette élection. Alors, c'était rapidement mes pensées par rapport à ce qui s'est passé au débat. C'était très intéressant. C'était un très bon débat. Des fois, la formule du débat fait en sorte que c'est très saccadé, c'est très pénible. Les gens parlent un par-dessus les autres. Là, le fait que les micros étaient coupés, ça amenait à moins de cacophonie. Il y avait un peu plus d'ordre. Et je pense que les 2 candidats sont sortis de là contents de leur débat, contents de leur performance. Alors, selon moi, il n'est pas impossible qu'on ait un nouveau débat. Je crois que Kamala Harris elle a déjà demandé est-ce qu'il y a un autre débat. J'ai l'impression que Trump va dire d'accord, mais à Fox News. Alors, voyons voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais c'était ça le tour du débat. Je vous rappelle, si vous voulez voir l'entièreté du live que nous avons eu ensemble hier, vous pouvez le voir de plusieurs façons sur la chaîne. Il l'a dans la playlist live. Ça, c'est l'entièreté de la chose. Sinon, je l'ai publié comme vidéo séparée avec, disons que ça commence directement quand le débat commence pour nous épargner le temps je pense qu'on a commencé 10 ou 15 minutes avant. Il y a eu une très belle conversation par la suite avec le chat. Vraiment, je vous trouve super géniaux. Ça a été vraiment intéressant. Je pense qu'on va refaire des lives parce qu'il y a vraiment un vif intérêt pour la chose. Et en terminant, je vous dirais merci car nous sommes rendus déjà plus que 2000 abonnés. Ça fait même pas 2 mois que la chaîne existe. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt pour le sujet et on s'en sort pas trop mal ici avec cette communauté respectueuse et intelligente et intéressée. Alors voilà, ça complète cette petite capsule d'aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer pour la suite et en attendant de vous revoir, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine.